Bonjour à tous, merci d'être ici pour cette nouvelle séquence, cette nouvelle table ronde. Vous l'avez compris, on va parler des mobilités de demain, infrastructures adaptées et usages réinventés. Vous le savez, aujourd'hui, les systèmes de mobilité et les infrastructures de manière générale font face à une transformation qui est double. D'un côté, le changement climatique met sous tension ces infrastructures existantes avec des aléas plus fréquents et plus intenses, et de l'autre, les usages évoluent rapidement avec des nouvelles mobilités douces, des attentes accrues, notamment en termes de continuité de service, le report modal. Bref, on va parler de tout ça avec les trois intervenants qui seront à nos côtés aujourd'hui, puisque l'objectif de cette table ronde, finalement, c'est de dépasser une approche qui serait strictement technique pour proposer une autre lecture des mobilités de demain. Comment, finalement, infrastructure, usage et gouvernance peuvent évoluer ensemble pour construire des réseaux plus résilients, plus performants, mais aussi plus accessibles. On va en parler aujourd'hui avec trois intervenants que j'invite à monter sur scène. Ils peuvent nous rejoindre, on peut les applaudir s'il vous plaît. À mes côtés, donc, pour parler de ce sujet, nous avons Antonia Hug, directrice développement durable et engagement chez Keolis, Jérôme Weid, directeur général de l'IDRIM, c'est l'Institut des routes, des rues et des infrastructures, et Maxime Gazier, qui est directeur programme chez Renault Group et Software République. Vous allez bien sûr nous expliquer ce que c'est et ce que vous faites. Une question peut-être à tous les trois pour commencer. Concrètement, aujourd'hui, selon vous, quels sont les principaux risques climatiques que vous observez sur les systèmes de mobilité, sur les infrastructures? Antonia Hug, allez-y. Oui, je commence alors. De manière assez classique, effectivement, en fonction des géographies, on est exposé à de plus en plus de vagues de chaleur. Bon, vous n'êtes pas étonnés. Et après, effectivement, tout ce qui est en lien avec de fortes précipitations, que ce soit des inondations ou bien des glissements de terrain. Si je traduis ça, ce que ça veut dire pour nous, c'est que sur les vagues de chaleur, notre enjeu en tant qu'opérateur de transport public, c'est de ne pas perdre de part de marché dès lors qu'il fait chaud, voilà, pour que tout le monde ne bascule pas dans la voiture individuelle. Et quand c'est des événements plus soudains, évidemment, c'est savoir bien gérer ces crises, parce que ça cause des crises, et évidemment faire ça dans des conditions conformes d'un point de vue sécurité. Maxime Gazier, peut-être? Et alors, tout à fait. En fait, un des problèmes sur le véhicule particulier, c'est les moments de crise. On note quand même une forte saturation du trafic routier. Donc la gestion du trafic et donc le véhicule dans son élément d'infrastructure, ça va être à gérer. Donc pour fluidifier tout ça. Ensuite, évidemment, l'impact du véhicule lui-même et la façon d'utiliser nous intéresse énormément parce qu'il faut qu'on arrive à faire évoluer notre capacité en tant que constructeur automobile à avoir un impact positif le plus possible sur le climat. Écoutez, effectivement, les inondations aujourd'hui sont le phénomène météorologique qui impacte le plus les infrastructures, mais le retrait-gonflement des argiles vient très rapidement derrière. Ce sont autant les inondations ne provoquent pas systématiquement la dégradation des infrastructures. Des infrastructures résilientes sont capables, pour certaines d'entre elles, d'être inondées et de recouvrer leur fonctionnalité après l'inondation. En revanche, le retrait-gonflement des argiles, ça fissure les chaussées de façon définitive et les solutions sont compliquées à mettre en œuvre et on voit que le phénomène s'étend assez largement sur le territoire national. Côté infrastructure ferroviaire, par exemple, la principale problématique à laquelle la SNCF est confrontée, c'est plutôt des feux de végétation en proximité des voies, donc liés à la fois aux fortes chaleurs, liés à la fois à la sécheresse hydrique des sols. Voilà. Alors côté IDRIM, on a lancé, on administre un observatoire national des routes et on a lancé cette année pour la première fois une partie de questionnaires liés aux impacts du changement climatique pour les gestionnaires des routes et
les phénomènes météorologiques que je viens de citer et ceux qui ont été cités par mes collègues à côté sont ceux qui remontent effectivement de façon plus importante au travers de cette enquête. Alors on voit bien très rapidement qu'il y a deux sujets qui s'entremêlent, l'atténuation et l'adaptation finalement au changement climatique. On parle souvent de décarbonation, mais finalement le volet adaptation est, on le voit, tout aussi important. Comment est-ce que concrètement chez Keolis, par exemple, comment est-ce que vous articulez ces notions d'atténuation et d'adaptation dans vos stratégies? Donc moi je fais très attention de toujours parler de deux volets ensemble. Effectivement, ce qui est plus facile quelque part sur une atténuation, c'est qu'effectivement on a des KPI ou des indicateurs centralisés que tout le monde sait qu'on peut en calculer. On peut parler des gaz à effet de serre par kilomètre, volume, etc. Donc on a quelque chose de mesurable. Ce qui par contre est un challenge, je pense, dans mon entreprise, mais dans beaucoup d'autres, et je pense aussi dans nos vies en tant qu'être humain, c'est que finalement, réduire les gaz à effet de serre, ça ne se voit pas, on ne voit pas l'impact immédiat. Pour moi, c'est un peu comme aller voter. Il faut avoir une certaine confiance dans le système et accepter que son action individuelle ne se voit pas. À la différence de l'adaptation, elle est beaucoup plus locale et finalement dans une entreprise comme la mienne qui est très décentralisée, c'est presque un volet qui est plus facile à rendre concret et mobiliser les équipes. Parce qu'effectivement, on peut être dans quelque chose de beaucoup plus immédiat, on peut avoir des effets visibles et effectivement, on n'a pas besoin d'être justement croire en système, on voit directement l'impact de ce qu'on peut mettre en œuvre. Et donc, ça veut dire qu'aussi, on peut avoir des plans d'atténuation qui sont plutôt construits au niveau groupe, et d'ailleurs communs pour la France et dans tous les pays dans lesquels on opère. Par contre, l'adaptation, les plans d'action sont très locaux. Et je pense qu'on a des exemples sur ça. Maxime Gazier, oui, vous aviez un exemple concret sur ça? Oui, tout à fait. En fait, pour nous, l'adaptation, ce qu'on disait, c'est la capacité à mieux prévenir, à mieux agir en gestion de crise. Et dans ce contexte-là, on rappelait évidemment qu'il y a des fortes influences sur la partie du trafic, mais pas que. Il peut y avoir des problématiques de communication, le véhicule qui doit interagir quelque part avec l'infrastructure dans des fortes crises, inondations, feux, incendies ou autres. Évidemment, toutes ces infrastructures-là peuvent être mises en défaut, et donc il faut qu'on puisse avoir des solutions qui puissent être pérennes, aussi pour garantir la gestion de crise. Aujourd'hui, on a un véhicule qui est interopéré, qui interagit avec l'infrastructure, qui communique quelque part avec les routes, avec les bâtiments, avec aussi l'ensemble des autres usagers qui vont utiliser ces infrastructures. Les piétons, les cyclistes, les autres voitures, les bus et autres. Et donc, on a développé, en tant que constructeur automobile, mais aussi pour Renault Group, des solutions très concrètes qui permettent d'accompagner la sécurité des usagers de la route, et notamment les plus vulnérables. Les piétons, les cyclistes étant une priorité. On a pu démontrer, et là avec Keolis à Bordeaux Métropole, dans le cadre d'une grande opération en 2025, la pertinence de ces solutions techniques pour garantir la sécurité des usagers de la route. Et donc ça, en plus, c'est tout à fait concret ce que je présente là, parce que c'est disponible. C'est-à-dire que demain, différentes villes, métropoles pourraient s'équiper de ces sujets-là, de ces solutions-là, qui sont tout à fait disponibles, encore une fois, avec un bon niveau de performance et garantissent une meilleure sécurité pour les usagers de la route. Jérôme Weid, vous voulez réagir à ce type de projet? Est-ce que pour vous, justement, il y a des leviers peut-être qui sont activables facilement sur ces sujets d'atténuation et d'adaptation liés? Alors, côté atténuation, on va dire que c'est beaucoup le sujet de l'industrie, finalement, des entreprises routières, par exemple, puisque les routes sont constituées en grande partie de béton bitumineux, donc il y a des produits fossiles dans ces constructions-là. Dans le ciment, de la même façon, enfin dans le béton hydraulique, il y a du ciment. Ces deux liants qui rentrent de façon importante dans la constitution des routes sont extrêmement émetteurs en fait. Et donc il y a tout un enjeu pour les deux filières professionnelles d'arriver à réduire fortement leurs émissions
lors de la fabrication et de la construction des routes, la fabrication des matériaux, mise en œuvre de ces matériaux pour construire des routes. Et évidemment, côté donneur d'ordre, il y a toute la problématique de spécifier des solutions qui soient environnementalement intéressantes. Et il se trouve que le code le code de la commande publique, suite à la loi climat et résilience de 2021, impose finalement cette obligation aux donneurs d'ordre qu'à compter du 22 août de cette année. Donc il y a des donneurs d'ordre qui sont vertueux et qui ont déjà évidemment spécifié des solutions les moins émettrices, et l'industrie routière propose des solutions moins émettrices, des enrobés à température abaissée, beaucoup de recyclage des chaussées dans la constitution de nouvelles chaussées, par exemple, des enrobés à froid avec des émulsions de bitume, donc des choses qui consomment moins d'énergie et qui sont à disposition des donneurs d'ordre. Encore faut-il que les donneurs d'ordre les mettent en œuvre, parce que globalement, c'est un poil plus difficile à mettre en œuvre. Il y a des restrictions d'usage, il faut faire des travaux pendant les meilleures périodes de l'année, les périodes où les températures sont les plus favorables, où il pleut moins. Et on constate tous que c'est compliqué de concentrer les travaux dans la période où les gens aspirent à partir en vacances. Par exemple, côté adaptation, cette fois-ci, on est... La première des priorités, finalement, alors c'est plutôt effectivement des acteurs locaux qui sont impliqués. Du coup, c'est plutôt les gestionnaires de voirie. Et la première problématique des gestionnaires de voirie, c'est d'arriver à identifier leur vulnérabilité. Parce que pour se préparer à la crise, c'est quand même plus facile de savoir où la crise risque d'arriver plutôt que d'être disponible pour toutes les crises qui vont se présenter, même si effectivement il existe des moyens et on perfectionne des moyens pour réagir sur les crises. Le premier enjeu, c'est d'identifier les vulnérabilités des réseaux. Et pour ça, pour l'instant, seuls les grands opérateurs s'y sont soumis. L'État pour le réseau routier national dans sa globalité, y compris les autoroutes concédées, la SNCF pour son réseau. Et ces grands opérateurs commencent à se doter de moyens pour identifier où ça peut lâcher. Mais évidemment, il faut poursuivre cet effort dans toutes les mailles du territoire. Et c'est là que l'enjeu se situe. On a vu ces dernières années que les usages des mobilités évoluaient très rapidement. La multimodalité, les mobilités douces, le partage, la sobriété, voilà, ce sont des notions qui sont apparues et qui évoluent très vite. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, peut-être Antonia Hug, en quoi est-ce que finalement ça change la manière de penser et de concevoir les infrastructures ? Effectivement, c'est très intéressant de voir comment les villes évoluent. Et s'il y a quelques années, on parlait peut-être plus de l'attractivité de la ville, on parle maintenant effectivement de plus en plus de villes vivables, de villes, effectivement, il y a de l'espace vert, où on se sent bien. On est peut-être plus dans un registre un peu plus émotionnel presque que purement économique. Et on a fait récemment chez Keolis une étude avec l'IFOP, justement en vue de municipal, pour un peu mieux comprendre les attentes des habitants. Et ce qu'on voit typiquement, c'est qu'en fait la question de... On pourrait croire que la question autour de la place de la voiture dans la ville soit très politique, parce qu'il y a une espèce d'image que c'est des écolos bobos à gauche qui aiment bien le vélo et les autres aiment bien la voiture. Et en fait, ce n'est pas vrai quand on regarde vraiment. C'est-à-dire que sur la question, est-ce qu'il faut réduire la place de la voiture en ville, 56% disent oui, et ça reste, indépendamment de quel bord, c'est une très grande partie des personnes qui disent oui, ça varie entre 45 et 60%. La question qui va plus se poser aux soins de ce grand vie, c'est la question de la vitesse. Et effectivement, ça, on sait tous, pas forcément dans le cadre de notre activité professionnelle, mais dans notre vie en tant qu'habitant dans une ville, que des travaux, c'est galère. Voilà. Donc, c'est peut-être plus ça la question, c'est qui se pose la question dans la ville, c'est la vitesse. Et la deuxième question qui va arriver, c'est effectivement, on l'a entendu tout à l'heure, c'est la question un peu de cohabitation des modes. Ça aussi, je pense que vous avez tous de vécu personnel entre le bus, le vélo, le piéton, la trottinette, la voiture. Et ce sentiment-là, un peu, dans certains cas même, parce qu'il y a une perception de désordre, ça c'est un vrai enjeu
de la ville telle qu'elle est en train de se construire. Mais il faut bien se dire, c'est globalement de quelque chose de très positif. On a vraiment cette attente autour de la ville vivable. Quand on parle effectivement de choses qu'on peut faire et comment faire évoluer les infrastructures, effectivement, en infrastructure, c'est quand même des investissements très long terme. Donc, évidemment, il faut de mieux en mieux prendre en compte les enjeux d'adaptation dans cette construction-là, mais il faut aussi, à mon sens, beaucoup travailler sur la question de rétrofit et aussi, dans certains cas, de solutions organisationnelles. Exemple extrêmement concret, là, j'étais avec un de nos petites filiales et leur première action pour s'assurer qu'on soit mieux adapté, plus résilient, c'est mettre en place une procédure qui régule la fréquence à laquelle on monte sur le toit. Je m'explique, c'est que le toit du dépôt est un peu trop... Voilà, la pente n'est pas suffisante. Jusqu'à maintenant, il n'y avait pas de règle de dire à quelle fréquence on monte sur le toit. On peut le faire, c'est juste que on ne s'est pas posé la question. Donc là, on se pose la question, on se dit que tous les 2 mois, je monte sur le toit et vérifie qu'il n'y a pas de feuilles ou d'autres choses qui s'accumulent. Ou bien, je monte aussi dès lors qu'il y a eu de fortes précipitations pour vérifier qu'il n'y a pas quelque chose qui se passe. Donc, je veux dire, et pour moi, c'est très important aussi pour que cette notion d'adaptation ne soit pas perçue uniquement comme un énorme mur d'investissement, on ne peut rien faire, ça va être galère, etc. Et il y a aussi beaucoup de solutions, soit dans une logique de rétrofit, ou sinon aussi, effectivement, organisationnelle. Jérôme Weid, pour vous, est-ce qu'il faut maintenant concevoir des infrastructures peut-être plus évolutives ou réversibles pour pouvoir s'adapter à des usages qui sont encore un peu incertains? Alors, la problématique, c'est d'arriver à identifier quelles sont les évolutions possibles des mobilités. Alors, j'ai 2 exemples en tête. Le premier qui marche bien, ce sont les coronapistes, finalement. Avant de mettre en œuvre des pistes cyclables de façon pérenne, on est passé, en sortie de la pandémie de Covid, par des expérimentations de prise directement sur les voies de circulation, de pistes cyclables temporaires, et certaines donc, par définition, c'est un aménagement léger et réversible. Et certaines ont été pérennisées et certaines non. Donc là, on a une possibilité effectivement d'adapter une infrastructure existante à des nouveaux usages. Avant ça, le vélo avait une part modale extrêmement réduite. On peut dire que la pandémie a au moins eu cet effet positif de développer largement l'usage du vélo. En revanche, par exemple, j'ai aussi été gestionnaire d'autoroutes dans ma vie. Et les transports en commun sur voies réservées, sur autoroute, au début, ça se réfléchissait comme en se déployant sur les bandes d'arrêt d'urgence. Et ben, les bandes d'arrêt d'urgence sur les autoroutes, on ne les a pas dimensionnées pour accepter des bus. S'il fallait dimensionner toutes les bandes d'arrêt d'urgence de toutes les autoroutes pour un jour peut-être pouvoir accueillir des bus, vous imaginez les investissements nécessaires. Donc, on n'est pas toujours capable d'identifier quel va être l'usage de l'infrastructure. Et si on voulait, dans tous les cas, en être capable, il faudrait qu'on envisage des infrastructures construites de façon la plus pénalisante possible pour les usages les plus lourds, donc ceux des bus notamment. Et ça reviendrait évidemment beaucoup trop cher. On ne saurait pas soutenir un tel investissement qui ne serait pas uniquement un investissement, enfin qui serait un investissement d'adaptation dans l'absolu, on va dire, et non territorialisé, non, parce qu'il faut aussi vérifier qu'on a besoin de franchir des bouchons, ce qui n'est pas forcément le cas sur les autoroutes, même si elles sont fortement circulées. Voilà 2 exemples pour illustrer le fait que dans un cas, on est capable d'anticiper des nouveaux usages, dans un autre, on n'est pas totalement capable de le faire. En tout cas, l'infrastructure ne le permet pas. Après, on construit des pistes cyclables à Paris, notamment en supprimant du stationnement. Et ben, les pistes, on n'a pas besoin de refaire la structure de chaussée pour construire les pistes cyclables. On pose des séparateurs et ça suffit. L'infrastructure est dimensionnée pour accepter le vélo, par exemple. Donc, dans le sens du plus vers le moins, ça marche. Dans le sens du moins vers le plus, on ne sait pas toujours le faire.
Maxime Gazier, avec Software République, vous travaillez sur un projet de véhicules de services d'urgence intégrés, connectés au territoire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous parler un peu de ce projet et nous expliquer comment ce type d'approche finalement peut changer notre manière de penser les usages de la mobilité, notamment dans des situations de crise climatique en l'occurrence? Oui, tout à fait. Alors du coup, depuis 2021, sous l'impulsion du CEO de Renault, Luca De Meo à l'époque, on a lancé une initiative qui s'appelle Software République, qui est un GIE, un groupement d'intérêt économique, un écosystème ouvert. Donc en fait, on est Renault plus 5 autres grands partenaires, grands groupes français et européens autour de la table. Pour les nommer, c'est Thales, Atos, Dassault Systèmes, ST Microélectronique, JC2Co. Et en fait, ensemble, on essaye de répondre à des enjeux et des problématiques en lien avec la mobilité. C'est-à-dire qu'on est parti du constat que si on voulait rester fort face à la concurrence émergente des pays asiatiques ou des États-Unis, on pouvait mutualiser nos compétences, nos savoir-faire, nos moyens, pour essayer de développer des nouvelles solutions techniques qui répondent à nos enjeux, à nos besoins de mobilité, pour faire face aux crises climatiques et à tout enjeu aussi commerciaux qui sont tout à fait importants pour nos grands groupes. Dans ce contexte-là, moi j'ai la charge en fait d'animer toute l'activité qui concerne le véhicule au sens large du terme. Et en 2025, avec des partenaires clés, donc les 6 partenaires fondateurs de Software République, mais aussi des partenaires extérieurs à Software République, notamment la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, notamment les SDIS, donc les pompiers départementaux qui nous ont accompagnés. On a essayé de répondre à cet enjeu de la mobilité en cas de crise pour favoriser finalement la réactivité et l'efficience des secours. Ce sujet, il nous tenait à cœur. On a fait une voiture de pompier, mais on a fait une voiture de pompier qui apportait des solutions concrètes parce que les besoins étaient exprimés directement par les acteurs du secours. Donc notre enjeu pour nous, ça a été de comprendre comment notre écosystème Software République pouvait quelque part répondre à ces enjeux-là. Donc je le partageais tout à l'heure, le mieux anticiper. Je me connecte aux infrastructures, je vais me connecter au service d'incendie et de secours, je vais me connecter, pourquoi pas, aux satellites pour les feux de forêt, vous parliez des rails pour la SNCF, je vais collecter ces informations-là et je vais les partager directement avec le centre d'opération. Et là, je vais créer la brique Mieux Agir, donc un véhicule qui permet d'être un centre de commande mobile, donc un centre de commandement qui est dédié au chef de groupe, qui lui va pouvoir recevoir ces informations et commencer à animer le secours. Et donc, avec un véhicule, finalement, on va pouvoir interagir avec l'ensemble des acteurs du secours. Le véhicule, il a une capacité de connectivité, donc il peut proposer des bulles 5G s'il y a des problématiques de télécommunication. Il est équipé de drones volants pour augmenter la vision en cas de besoin, en cas de crise, pour faire de la levée de doute, pour mieux comprendre comment on va agencer ou organiser le secours. Et il va permettre aussi de partager l'info, donc de mieux communiquer. Et on a levé le voile de ce projet en 2025 lors de Vivatech. Et aujourd'hui, on est dans une phase un peu clé, c'est que ce sujet, on est en train de réfléchir à l'industrialiser pour proposer ce véhicule hautement connecté à vos infrastructures, à nos services de secours. Et ça, c'est un des moyens qu'on a trouvé justement pour répondre à ces problématiques de gestion de crise, sachant que si je reprends un peu les mots-clés de nos services de secours, c'est que chaque minute compte. Chaque minute compte pour sauver des vies, pour être acteur des secours. Donc on a voulu favoriser l'ensemble des solutions techniques, justement pour répondre à cet enjeu de gagner du temps. Un des exemples que je pense vous intéresse aussi, on se connecte directement au mobilier urbain de JC2Co, connecté, pour à la fois alerter la population sur le fait qu'il y a l'arrivée des secours et donc pouvoir protéger les usagers de la route, un peu à la manière qu'on l'a fait à Bordeaux, mais aussi pour fluidifier le trafic et le passage des secours. Et ça, c'est tout à fait important quand on est dans une ville comme Paris. La congestion, trafic, etc., ça va être important de pouvoir le manager. Donc on a essayé de développer des solutions techniques qu'on puisse déployer assez rapidement, qui répondent à ces enjeux-là. En tout cas, pas à pas, on commence à y arriver.
Voilà, donc un projet, la technologie en fait au service des crises climatiques. Et on voit que c'est un projet qui implique la coopération de plusieurs acteurs, hein, forcément. Donc je voudrais il nous reste un peu de temps pour parler de ces sujets de gouvernance, de coopération, justement, qui sont très importantes dans les mobilités, puisque finalement, on l'a vu, la transformation des mobilités, elle implique de nombreux acteurs. Pour vous, peut-être, Antonia Hug, quel modèle de gouvernance ou de coopération vous semblerait les plus efficaces aujourd'hui pour accélérer ces sujets d'adaptation? J'ai une réponse un peu générique qui après d'être déclinée, mais c'est forcément des modèles de gouvernance qui se construisent sur un territoire. C'est-à-dire, c'est pas à l'illustration de ce qui vient d'être dit par Maxime, c'est effectivement ça, c'est sur un territoire que ça doit se faire. Après, une fois que j'ai dit ça, c'est quel acteur qui prend le lead, etc. Bon, dans le plan national d'adaptation au changement climatique 3, donc le PNAC 3, il y a bien la mesure 30 qui tourne autour de mobilité. Et effectivement, comme vous avez pu le dire, il y a les grands opérateurs qui gèrent leur infrastructure au niveau national, donc par exemple SNCF qui sont nommés. Mais il y a bien une mesure qui concerne les autorités organisatrices de mobilité. Donc typiquement, on a parlé de Bordeaux. Bordeaux, ça va être Bordeaux Métropole. Donc il me semble que c'est une bonne maille de construction. Après, évidemment, aussi, ça c'est intéressant de bien se rendre compte, historiquement, le transport partagé ou individuel était quasiment du 100% fossile. Bon, c'est encore très, très fossile, comme vous le savez, mais c'est de plus en plus électrique, et dès lors qu'on est électrique, on dépend d'un système beaucoup plus qu'on ne fait quand on est du fossile. Je pense que c'est ça, d'ailleurs, moi je disais l'autre jour à des collègues, il ne faut pas être nostalgique à la période diesel. En fait, l'avantage avec le fossile, c'est qu'on le stocke facilement, on ne dépend pas d'un système, on peut aller à la pompe, comme on va dire dans notre métier, n'importe où avec un car, et c'est facile. C'est plus complexe avec un électrique parce qu'on dépend d'un système, effectivement. Et donc, à ce titre-là, on voit aussi que localement, on travaille de plus en plus, par exemple, avec des acteurs comme RTE, parce qu'évidemment, on est plus interconnectés qu'on était auparavant. Auparavant, il y avait évidemment le fait que l'espace des routes dans les villes sont partagées. Donc là, effectivement, on est sur le même espace, mais là, il y a aussi la notion d'énergie qui est de plus en plus partagée. Avec évidemment aussi, si on repense à l'historique de 2022, quand vous vous rappelez, on avait la question de délestage où on risquait d'avoir des coupures d'électricité. Là, on voyait bien aussi qu'évidemment, là, la réflexion que se faisait à la maille territoriale avec des plans qui, évidemment, concernaient aussi le transport public dès lors qu'il était électrique. Maxime Gazier, vous voulez réagir là-dessus sur le côté coopération oui, entre les différents acteurs. Enfin, c'est ce que vous avez commencé à nous expliquer. Mais... Ouais, non, exactement. Enfin, c'est une belle opportunité. Je pense que on a pris du recul en tant que constructeur auto pour comprendre qu'on pouvait faire des choses à plusieurs. L'écosystème Software République est une belle démonstration. Et les projets qu'on a menés jusqu'à maintenant montrent que ça va aussi dans ce sens-là. Hein. Le véhicule dont je parlais en 2025, on l'a fait en coopération avec des services publics, donc des entités étatiques comme la BSPP, mais pas que. On avait aussi des startups, on avait des acteurs des territoires qui étaient intéressés aussi dans le tour de table. Et en fait, mieux comprendre les problématiques, les partager et quelque part partager une ambition commune pour répondre à des enjeux sociétaux, ça c'est clairement ce vers quoi on se tourne. Et là encore, on est en train d'œuvrer là sur le même type de projet 2026 où on va aussi vouloir avancer sur ces questions-là fondamentales parce que voilà, elles nous concernent tous individuellement et collectivement. Jérôme Weid. En plus, je dirais qu'il existe des instances. Alors, j'ai entendu les autorités organisatrices de mobilité. Ça, effectivement, ça peut être une bonne échelle pour parler d'adaptation. En France, on a installé depuis 2022 un système autour de la planification écologique avec une déclinaison territoriale qui se réalise autour de COP régionales, donc sous l'égide des préfets de région, des contrats de réussite de la transition écologique à l'échelle du département,
et qui a vocation à fédérer les EPCI, les établissements publics de coopération intercommunale. Donc on a une armature qui peut permettre de décliner finement dans les territoires ces problématiques d'adaptation. Après, on a un levier qui est aujourd'hui un peu raccourci, qui avait été initié au lancement de ces problématiques, enfin de ces propositions plus exactement de solutions liées à la planification écologique, ce levier, c'est le fonds vert. Et le fonds vert, dans les budgets 2025 et 2026, a plutôt été réduit. Or, c'est un excellent levier pour susciter des projets côté collectivité, sachant que les gestionnaires d'infrastructures seuls ne pourront pas réaliser les études d'adaptation du territoire. Ils vont regarder les vulnérabilités de leur réseau, mais fonctionnellement, les risques que ça exporte vers le territoire, mais ils ne seront pas en capacité de traiter toutes les problématiques du territoire. Donc il faut trouver le bon lieu pour se mettre tous autour de la table et discuter de ces sujets et de la façon de les résoudre et de la façon de les financer aussi. Parce qu'au-delà des vulnérabilités, il y a un moment où il y aura des choses, il y aura des travaux à faire. Il y aura des travaux à faire parce qu'aujourd'hui, les infrastructures, elles sont construites sur des règles qui sont des règles basées sur le passé. Or, il faut qu'on arrive à se projeter dans les règles du futur. Et c'est ce qu'on fait côté IDRIM, puisqu'on va sortir prochainement une note d'information sur le redimensionnement des ouvrages d'art hydrauliques, des ouvrages hydrauliques qui passent sous les routes. Parce qu'en 2015, il y a eu un événement particulier sur l'autoroute A75 avec la rupture de l'autoroute liée à la mise en charge d'une buse sous l'autoroute. Et donc, donc ça a conduit l'exploitant local à vérifier l'ensemble de ces ouvrages, donc la vulnérabilité de chacun de ces ouvrages, et à créer une règle nationale de redimensionnement de ces ouvrages qui va prochainement être publiée. Merci beaucoup. On est contraint par le temps. On va essayer de respecter le timing pour que la suite des tables rondes puisse se dérouler en temps et en heure. En tout cas, merci beaucoup à tous pour vos apports très complémentaires sur ce sujet des mobilités, des infrastructures. On voit qu'il y a beaucoup d'enjeux à la fois autour de l'adaptation au changement climatique, mais aussi de l'atténuation. Je vous propose de rester avec nous pour la prochaine table ronde. Cette fois, on va parler donc de réemploi et de design circulaire. Quelle nouvelle chaîne de valeur industrielle, une table ronde qui sera modérée par Céline Puf-Ardichvili. Merci à vous, on peut les applaudir. Merci à vous pour votre attention.